Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de parole. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en ce mardi matin pour parler un peu de politique, mais pas de politique nationale cette fois-ci parce qu'on se décale un petit peu, on reste en Europe, mais on va parler d'un pays que finalement nous connaissons peu, ou en tout cas quand on en parle souvent sous le prisme des polémiques qui jalonnent l'actualité européenne. Mais nous avons avec nous ce matin Jean-Pierre Proudhon qui est consul, qui est consul de Hongrie, donc basé à Nancy. Bonjour. Bonjour M- Pierre Ducarme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous avons 1 heure ensemble pour parler de ce pays qui est la Hongrie. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque ça a été mon premier, mon premier étonnement lorsque je vous ai contacté. Donc, vous êtes français, Monsieur Prudhon, Alors et d'abord, merci consul. de m'inviter de me donner l'occasion de parler de la Hongrie. Mais je vous en prie. Voilà. Oui, effectivement, je suis français. Oui. J'ai découvert la Hongrie juste après la chute du rideau de fer. Mhm. C'est la Hongrie qui m'a approché. Alors je dois préciser, vous avez dit que j'étais consul de Hongrie. En fait, je suis consul honoraire. Mhm. Et honoraire, ce n'est pas au sens où on l'entend habituellement en France, ancien consul, hein, comme un directeur honoraire, etc., mais au sens honorifique. Et c'est-à-dire que nous sommes nommés en région. Très nombreux pays dans le monde ont des consuls honoraires. La France en a environ 450 dans le monde entier. Et les consuls honoraires ont pour vocation d'aider le pays d'envoi à découvrir, à pénétrer, à avoir des relais dans les régions. Donc vous ne verrez jamais de consul honoraire dans les capitales, mais seulement dans les régions. La convention je crois, 24 avril 1963 qui régit les relations consulaires dans le monde entre les différents pays prévoit 2 types de consuls. Les consuls dits de carrière, qui sont des consuls des fonctionnaires de l'État qui les représentent, et les consuls dits honoraires, qui sont des consuls en général, pas toujours, ils peuvent être ressortissants également comme les premiers du pays d'envoi, mais en général, ce sont des nationaux du pays d'accueil. D'accord. Et les fonctions consulaires sont très proches des uns et de l'un comme de l'autre, selon cette convention internationale. Voilà, donc la Hongrie, cela veut dire premièrement que un consul honoraire est sans honoraire, si je puis me permettre cette image, c'est-à-dire que c'est une fonction bénévole, Mhm. et cela suppose que nous ayons un métier par ailleurs. Donc ce qui a intéressé dans mon cas la Hongrie après la chute du rideau de fer, c'était mon relationnel dans le domaine économique, parce qu'il se trouve que j'avais un métier dans la finance qui m'amenait à être en contact avec des entrepreneurs, dirigeants d'entreprises cotés en bourse. D'accord. Ou non cotés, mais enfin essentiellement beaucoup de cotés en bourse à l'époque. Donc un regard finalement un petit peu aussi, cet intérêt d'avoir un regard aussi français, mais également avec une connaissance d'un pays étranger qui donne peut-être aussi, et on va sans doute l'entendre durant cette émission, un regard peut-être un peu différencié de ce qu'on peut s'imaginer sur la Hongrie. Alors, en préparant l'émission, j'étais aussi étonné de voir qu'on finalement on ne sait peu de choses sur ce pays. On en parle très peu, C'est vrai. et l'image qui en est renvoyée n'est pas forcément toujours une image très positive. Alors comment est-ce que vous percevez, vous, dans votre fonction et dans la connaissance que vous avez de ce pays, comment vous jugez l'image que nous avons ici, en France ou en Europe d'ailleurs, de la Hongrie? Alors, ce que vous venez de dire est tout à fait pertinent. Effectivement, la Hongrie en France, mais pas seulement en France, disons dans l'Europe occidentale, fait partie de ces pays européens qui sont finalement très mal connus. Dans le cas de la Hongrie, pourtant, on en parle beaucoup. Et donc, il y a un gap important entre ce qu'on peut en dire et la réalité. Ce qui m'amène d'ailleurs régulièrement dans le cadre de mon consulat. J'ai été nommé il y a 23 ans, au mois de juin 1996, et je me fais un devoir, non pas de faire de la politique,
C'est-à-dire, ça c'est le rôle de mon ambassadeur qui prend des positions politiques, mais tout simplement de réagir fermement, vigoureusement, chaque fois que j'entends des contre-vérités sur la Hongrie. Alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si vous voulez, en introduction, je peux vous dire que depuis 23 ans, je représente la Hongrie en Lorraine. Ma circonscription consulaire, c'est la Lorraine. Au cours de ces 23 années, j'ai eu l'occasion pendant 2 ans, de 96 à 98, de représenter la Hongrie qui était dirigée par un gouvernement de centre-gauche. Ensuite, un gouvernement de centre-droit, c'était Orban, 98 à 2002. De 2002 à 2010, pendant 8 ans, 2 mandats, 2 fois 4 ans de gouvernement socialiste. Et depuis 2010, Orban est revenu au pouvoir. Donc cela fait maintenant 8 ans, un peu plus de 8 ans. Donc troisième élection pour Viktor Orban, dont le parti, le Fidesz, a été remporté la majorité aux dernières élections. Alors, parlons des enjeux, parce que là, on est vraiment dans l'actualité finalement européenne. Les enjeux des européennes. Alors, la question de la Hongrie se remet sur le devant de la scène, puisqu'on voit aujourd'hui, à travers l'Europe, une fracture entre différentes lignes, ou en tout cas différentes visions de l'Europe. Comment est-ce que vous qualifieriez la position de la Hongrie qui, finalement, peut-être représente une voie, sans doute même une voie singulière en Europe. On rappelle que le parti du président Orban fait partie de l'Alliance des droites européennes, le PPE au Parlement européen, mais qui a suscité un certain nombre de polémiques, notamment sur les questions de la politique migratoire européenne et et a été fortement attaqué sur les valeurs européennes véhiculées par la Hongrie. Alors comment est-ce que vous percevez cela ? Et on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail, mais vous faire réagir peut-être déjà à ça. Oui. Eh bien écoutez, parlons de la migration, puisque vous venez de l'évoquer. C'est un des sujets qui différencie aujourd'hui très nettement. C'est d'ailleurs même, je dirais, le cœur de la différence aujourd'hui entre les pays du groupe de Visegrad, qui regroupe donc les 4 pays de la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie. On l'appelle aussi le V4. V4 qui d'ailleurs, entre parenthèses, se réunit seulement en France qu'à Nancy. À la fin de chaque mai de l'Europe, depuis maintenant, cette année, ça va faire la 4e année, les ambassadeurs des 4 pays se réunissent dans un colloque à l'Hôtel de Ville. J'en profite pour dire que ça sera le 28 mai à 15h cette année. Bon, enfin bref. Au rendez-vous. Donc voilà. Mais la grande différence, une des différences fondamentales qui est derrière se décline beaucoup effectivement de polémiques au sujet de tout cela, c'est la question migratoire. Bon. Alors, voyons les choses très simplement. En fait, cette question a surgi surtout en 2015, lorsque l'Allemagne a décidé d'ouvrir largement ses frontières pour accueillir beaucoup de migrants. La Hongrie, on l'a accusée à l'époque d'avoir mis des barbelés, etc. Vous vous souvenez, je ne reviens pas, tout le monde a entendu cela, etc. Sur la construction, il y avait la construction d'un mur aussi. La construction d'un mur, etc., entre la Hongrie et la Serbie. Mais qu'a fait la Hongrie ? Elle n'a fait que respecter strictement, rigoureusement, scrupuleusement les traités européens qui ont été signés, en particulier ceux de Schengen et de Dublin, et qui prévoient que la contrepartie, la libre circulation dans l'espace Schengen, c'est qu'il y ait des frontières, de réelles frontières, autour de l'espace Schengen. Alors, en 2015, la Hongrie n'a pas fermé ses frontières, contrairement à ce que on entendait régulièrement ici en France à l'époque, et qu'on entend encore d'ailleurs quelquefois encore aujourd'hui véhiculer. Pas du tout. Elle a fait même l'inverse. Elle a augmenté le nombre de ses postes frontières pour accueillir des migrants. Mais simplement, elle veut pouvoir, et vous en conviendrez que c'est tout à fait légitime, elle veut pouvoir choisir qui elle accepte. Alors, elle accepte, bien sûr, toute personne dans le cadre du droit d'asile, si le dossier est régulièrement constitué,
La Hongrie, aujourd'hui, comme par le passé, elle accueille des gens qui sont en situation de détresse, conformément aux traités d'ailleurs internationaux sur le droit d'asile. Bon. Mais par contre, elle ne tolère pas euh, que des migrants passent à travers champs d'une manière tout à fait illégale, sans papier, sans pouvoir être identifiés formellement, et rentre dans le pays. Donc, à un moment donné, elle a été contrainte, pour respecter les traités, d'empêcher les migrants de passer à travers la campagne et de les obliger à passer par les postes frontières qui sont prévus à cet effet. Mhm. Voilà. Donc voilà une différence majeure. Alors je note aujourd'hui, et vous pouvez le constater également comme moi, c'est que la plupart des pays européens, à commencer par l'Allemagne de Mme Merkel, reconnaissent que c'est la bonne politique qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mme Merkel, par exemple, début février, le 3 février dernier, a été l'invitée du V4 des 4 pays à Bratislava, et elle a reconnu qu'effectivement, il fallait qu'il y ait des frontières plus étanches, plus sûres autour de l'espace Schengen. Alors pourtant, la Hongrie a fait face à de nombreux détracteurs et de vives oppositions, notamment au Parlement européen. Alors on va y venir, oui, au Parlement, oui, bien voilà, sûr. donc on s'en souvient. Comment jugeriez-vous aujourd'hui l'état de l'Union européenne? Est-ce que finalement cette question migratoire est un prétexte pour opposer finalement dans une démarche plus politique ce qu'on appelle la montée des populistes face à ou est-ce que finalement il y a une vraie question, une vraie polémique sur la question migratoire? J'ai l'impression que finalement l'opposition est plus large que cette question-là. Parce que ces détracteurs ont ensuite affirmé que ce n'était pas la politique migratoire en soi qui était attaquée, mais la remise à plat de l'état de droit. On a beaucoup entendu parler de ça, hein, de l'état de droit, de la condition des personnes, des libertés fondamentales. Voilà. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir et justement ces élections européennes qui vont être extrêmement importantes parce qu'on voit bien qu'on arrive à une période charnière où deux visions, ou deux, voire trois visions peuvent s'affronter. Quelle sera la voie de la Hongrie dans cette... Alors, aujourd'hui, élection la Hongrie est un pays sûr. Elle vient d'ailleurs, Budapest vient d'être nommée par 500 000 Européens comme meilleure destination touristique en Europe, notamment, et c'est précisé par l'organisme qui a organisé cette consultation, c'est parce que Budapest est sûr. Et les Hongrois ont envie de rester en paix, voilà, et ne pas avoir d'attentats terroristes sur leur territoire, ne pas avoir de problèmes, ne pas avoir des prisons pleines, etc. Enfin, ils ont envie d'être tranquilles et de vivre en paix. Voilà, tout simplement. Alors, la question que vous avez évoquée est intéressante et elle mérite qu'on s'y arrête un peu sur l'état de droit en Hongrie. Notamment, vous faites allusion, et vous avez raison, au fameux débat qu'il y a eu au Parlement européen au début de septembre l'année dernière. C'est ça. Même une partie du PPE, d'ailleurs, avait aussi condamné la politique de Viktor Orban. Alors, j'y viens, justement. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, peu de gens savent la réalité de tout cela. Je vais certainement vous surprendre en vous annonçant ce qui suit sur la question de l'article 7 au Parlement européen. Bon. D'abord, un rapport a été établi par une eurodéputée néerlandaise, Sargentini, députée des Verts néerlandaise, bon, qui était un rapport vraiment uniquement politique et très orienté contre la Hongrie. Mais alors, le dire comme ça, bon, on pourrait croire que c'est politique contre politique, etc. Mais si on regarde le rapport point par point, comme l'a fait la Hongrie, et elle a repris chacun des points qui sont évoqués dans le rapport, elle a répondu à chacun des points. Alors il apparaît qu'un certain nombre de points, il y en a environ 45, je ne sais plus combien, enfin je les ai là sous les yeux, mais enfin bon, il y en a, bon, et il apparaît que chacun des points
a une réponse, je dirais, normale, et il n'y a pas de question d'état de droit qui est remise en cause en Hongrie. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont évoquées, qui sont déjà traitées, et qui ont été évoquées dans le passé entre l'Europe et l'un de ses pays membres, comme l'Europe discute avec tous ses pays membres sur un tas de sujets. Elle l'a fait aussi avec la Hongrie. Et lorsqu'il y avait des différences, la Hongrie, où l'Europe a convenu que le problème était résolu, soit à l'initiative de la Hongrie, soit parce que l'Europe a constaté qu'il n'y avait pas de problème. Bon. Donc ça, on évacue déjà. Et ces questions-là figurent dans le rapport, Sargentini. Certes. Ensuite, il y a des contre-vérités, mais formelles. C'est-à-dire que les personnes qui étaient autour de Mme Sargentini, il est apparu qu'elles sont manifestement pas allées en Hongrie, ou alors, si elles sont allées une, deux fois, elles n'ont pas vu les bonnes personnes, parce que ce qu'elles relatent n'est pas conforme à la réalité. Donc la Hongrie a remis à tous les eurodéputés un document de plus de 100 pages en anglais qui reprenait l'intégralité de la réalité. Bon, ça c'est une chose. Donc la Hongrie, la position de la Hongrie, c'est de dire que ce rapport est un rapport éminemment politique. Alors j'ai le détail de la réponse de la Hongrie en français à votre disposition. Je l'ai là, et je l'ai amené ici, mais enfin ce serait trop long de reprendre tous les points. Maintenant, je peux le faire si vous voulez. Non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir le rapport qu'il peut y avoir entre les institutions européennes et un de ces pays membres. Alors, justement, j'y viens. Parce que ce que dit la Hongrie, c'est que l'état de droit n'est pas en cause en Hongrie. L'état de droit, il est en cause au sein du Parlement européen. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que l'article 7, pour être voté, il faut une majorité qualifiée. D'accord ? Et pour tous les votes au Parlement européen, etc., sont avec une majorité qualifiée dans laquelle on prend en compte les abstentions pour compter qui sont pour et qui est pour, qui est contre, qui s'est abstenu. On prend le total des voix et on fait le pourcentage. Là, contre la Hongrie, pour la première fois, aucune fois avant, en infraction complète avec les textes du traité de Lisbonne, qui régit les conditions de vote au Parlement européen, le Parlement européen, pour faire passer son texte, n'a pas tenu compte des abstentions dans le total des voix. Il n'a pris que les pour et les contre, mais pas les abstentions. S'il avait pris, comme toujours elle l'a fait, et comme elle continue de le faire, les abstentions, l'article n'aurait pas été voté. C'est pour ça que je venais sur le terrain vraiment purement politique tout à l'heure, parce que on sent bien que une fois qu'on a passé la question pure de l'état de droit, le deuxième argument qui revient, c'est la question des valeurs de l'Union européenne. Voilà. Sans forcément les définir, mais la Hongrie a été beaucoup attaquée aussi là-dessus, où on a entendu d'ailleurs des paroles très fortes, allant jusqu'à certains ont pris la parole pour même demander l'exclusion de la Hongrie de l'Union. Au nom de l'argument était la Hongrie touche les subsides européens mais n'en respecte pas les valeurs. Alors une réaction. Voilà. Je vais répondre là-dessus. Je voulais juste terminer sur le premier point. Allez, juste quelques instants puisqu'on a le temps. On a le temps. Je voulais vous dire que bien entendu, la Hongrie a lancé un recours devant la Cour européenne de justice. Qui en a parlé en France de ça ? Personne. Et la Cour va devoir examiner les textes, notamment le règlement intérieur du Parlement européen, qui a été conçu, établi sur la base du traité de Lisbonne, qui, lui, d'une manière très claire, prévoit que les abstentionnistes doivent être pris en compte dans le vote. Parenthèse fermée, Voilà, pour être complet. Donc, on va voir ce qui va être intéressant, ce que va dire la justice européenne. D'accord ? Alors, pour revenir... alors, vous me posez une question sur le... Oui, sur le deuxième argument qui était annoncé par ses détracteurs, était la question des valeurs. Oui, des valeurs, voilà. Alors, sur les valeurs européennes...
La Hongrie est vraiment très surprise de voir qu'on l'attaque sur ce terrain-là. Car la Hongrie ne fait que respecter les traités. Les valeurs, l'état de droit. Bon, reprenons les valeurs, peut-être une par une, je ne sais pas. Tout à l'heure, vous évoquiez. J'évoquais les valeurs qui finalement ne sont jamais vraiment définies en réalité. Voilà. Alors, c'était bien ma question. C'est comme le populisme. C'est ça. On y reviendra parce qu'on parlera de la politique intérieure. Je voudrais qu'on s'y arrête un instant parce que c'est intéressant aussi. Mais donc, sur les valeurs, alors, quelles sont les valeurs? On dit, par exemple, alors je me fais l'avocat du diable. Hein, on dit, il n'y a pas de liberté de la presse en Hongrie. Mm-hmm. Bon. On dit, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Mm-hmm. On dit, je pourrais continuer la litanie, vous pouvez d'ailleurs me les poser les unes derrière les autres. Commençons déjà alors par la liberté de la presse. Bon, liberté de la presse, bon exemple. Personnellement, moi je lis la presse tous les matins hongroise. Bon, je mets de côté les journaux qui sont franchement contrôlés par le gouvernement, Mm-hmm. C'est-à-dire comme en France. Hein, quand vous êtes sur France Inter, vous savez que c'est une radio qui dépend ou France 2 ou France. Tout organisme de presse est subventionné. Maintenant, oui, la question, mais il y en a plus ou moins quand même. Voilà. Non, mais plus ou moins. On peut pas dire que le service public manque de liberté dans son expression et notamment comme en Hongrie. Ah bah justement, c'est tout le débat. Alors, comme en Hongrie, en Hongrie, alors il se trouve que je mets de côté donc les médias qui sont très pro-gouvernementaux et qui sont les courroies de transmission au fait de ce que dit le gouvernement. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît en France aussi. Bon. À côté de cela, vous avez des médias, la presse écrite, la presse parlée, et également Internet. Bon, moi, les journaux que je lis les principaux, évidemment. Je peux pas, mon temps est compté quand même. Donc, quand je fais le total des journaux que je lis, il y en a un quart qui sont pro-gouvernementaux et les trois quarts qui sont franchement contre le gouvernement. Et beaucoup plus qu'en France. C'est-à-dire que dans la presse hongroise, la presse qui est contre le gouvernement est vraiment très, très dure pour le gouvernement. Et on l'a vu lors des dernières élections législatives, par exemple. Viktor Orban a été réélu avec les 2/3 des députés au Parlement hongrois pour la 3e fois consécutive, en 2000, en 2004 et 2008, 2010, 2014 et 2018. Il avait quasiment toute la presse, c'était quasiment la situation des États-Unis, quoi. Enfin, il avait toute la presse contre lui. Hein, dans le domaine de la liberté de la presse, un dernier point. Il y a une émission, je suis tombé sur une émission il n'y a pas très longtemps, qui relate, une émission hongroise, qui à la télévision relatait une publication qui avait eu lieu en France à propos de... Mais d'ailleurs, je crois que ce sont des statistiques européennes à propos du contrôle sur Internet des sites Internet. D'accord ? Et ils citaient les statistiques qu'ils avaient sous les yeux et ils montraient que la France avait fait des requêtes pour supprimer des sites ou des messages sur Facebook dans 37 000, je vous dis ça de mémoire à peu près, 37 600 cas. Et il donnait la liste, la Russie, 20 000, je vous dis de mémoire, la Turquie, ça devait être 15 000, etc. Et il interrogeait, et la Hongrie, alors, il y en avait quelques centaines, il n'y avait rien. Même sur Internet, vous voyez, quand on veut donner des leçons aux autres, il faut quand même regarder. Donc, dans les médias parlés, que ce soit la radio ou la télévision, vous avez une liberté d'expression totale en Hongrie.
Ce qui fait dire d'ailleurs régulièrement aux membres du gouvernement hongrois, de le répéter d'ailleurs à l'étranger notamment, que la liberté de la presse est plus importante en Hongrie qu'en Europe occidentale. Alors comment vous expliquez les rapports de l'OSCE ou des ONG comme Reporters sans frontières qui a déclassé la Hongrie sur le plan des libertés de la presse, notamment en argumentant qu'un certain nombre de titres de presse étaient passés entre... Il y avait une restructuration de la presse hongroise qui était passée entre les mains de proches du pouvoir. Oui. C'est surtout ça qui a suscité l'inquiétude, y compris de journalistes qui ont témoigné à de nombreuses reprises dans de nombreux reportages. On voit bien que la presse d'opposition a quand même beaucoup chuté et que le nombre de titres de presse d'opposition n'est plus ce qu'elle a été oui. avant l'arrivée du Fidesz. Vous avez raison. Vous avez raison. Il y a un certain nombre d'organes de presse, notamment écrites, qui ont disparu ces dernières années en Hongrie pour une raison toute simple. C'était une presse très orientée contre le gouvernement, de gauche, pour faire simple. Hein. Dans un pays où vous avez une telle masse d'adhésion à la politique du gouvernement, et on va y revenir parce que j'aimerais vous expliquer pourquoi, les Hongrois suivent quasiment comme un seul homme. J'exagère un peu, hein, je force le trait, mais... Il y a quelques manifestations dernièrement quand même. Non, mais on va y revenir. mais très massivement, ce qu'on ne connaît pas ici en Europe occidentale, très massivement, les Hongrois approuvent la politique du gouvernement. Hein. Donc, dans un pays comme celui-là, ce qui se passe, c'est que les annonceurs de la presse, car la presse, elle est certes subventionnée, mais elle dépend très largement, vous le savez bien, de la publicité. Les annonceurs, ils vont là où il y a de l'audimat, où il y a du lectorat. Et ils vont faire leurs annonces là où les journaux se vendent, là où les radios sont écoutées. Ce qui a amené effectivement des journaux à fermer la porte. Effectivement, des journaux de gauche. Mais le gouvernement n'y est quand même pour rien. C'est-à-dire que ce n'est pas de sa faute si les Hongrois adhèrent à sa politique. Alors, on va revenir sur la politique intérieure de la Hongrie. Juste un dernier mot sur la question européenne. Donc, vous m'aviez fait parvenir le discours de Viktor Orban sur l'état de la nation, dans lequel il disait cette phrase « La nouvelle citadelle de l'international s'appelle Bruxelles et son outil est l'immigration ». Alors, la nouvelle citadelle, Bruxelles, qu'est-ce que ça révèle sur l'état aujourd'hui de l'Union européenne ? Est-ce que vous pensez que l'Union est trop intrusive dans la politique des États ? Est-ce qu'on peut imaginer que la Hongrie, finalement, participe d'une internationale, alors je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, d'une internationale souverainiste ou d'une internationale pour aller vers une Europe des nations. Alors, en fait, c'est tout le débat sur l'Europe des nations et de l'Europe plus intégrée. Comment vous voyez l'avenir de l'Union et surtout comment la Hongrie va se positionner et est-ce qu'elle va peut-être voir ses alliances au Parlement européen ? Je ne pense pas. Elle est très attachée au PPE. Orban a dit très clairement, si on sort du PPE, ça ne sera pas de notre fête. Hein, oui, il a toujours dit qu'il voulait, sa stratégie était de changer le PPE de l'intérieur. C'est tout ce qu'il a toujours revendiqué. Oui, absolument. Donc, si vous voulez, je vais reprendre votre phrase parce que c'est intéressant. Au propos de l'international, il faut resituer cette phrase dans son contexte. Quand il a parlé de cela, il a dit juste avant, la phrase avant, que ce qui est très juste, et on a tendance à l'oublier dans le monde de l'Europe occidentale, c'est que ces pays du groupe de Visegrad ont connu le communisme jusqu'en 1990. D'ailleurs, Viktor Orban s'était fait connaître justement exactement, là-dessus. Pour, absolument. Son opposition et donc, on leur a fait chanter à l'époque l'Internationale, avec, vous connaissez les paroles, comme moi, on leur avait dit que la lutte finale amènerait la disparition complète des nations. Hein. D'ailleurs, c'était une réalité quand ils étaient sous le régime communiste. Et dans le prolongement de ce constat et de ce rappel, c'est là que Viktor Orban a dit « Mais aujourd'hui, finalement, on assiste à quoi ?» C'est l'international qui revient. Avec ce monde mondialisé complet, sans frontières, avec
maintenant, où finalement il faudrait quasiment, par exemple la Hongrie a une politique familiale qui va droit dans le fil de la priorité donnée aux Magyars, aux Hongrois dans leur pays. Hein. On pourra y revenir d'ailleurs, parce que dans ce discours, vous avez vu qu'il avait annoncé des mesures. Bon. Et évidemment, alors que dans l'Europe occidentale, on a une autre vision qui est plus mondialiste, hein, voire même aux États-Unis. Soros, dont on parle beaucoup, etc., qui est un Hongrois qui a émigré aux États-Unis, qui a fait fortune dans la spéculation. Je sais ce que je parle quand je parle de spéculation, car je travaille dans la finance. Je vais vous le dire. et je peux vous dire qu'il a fait trembler la Banque d'Angleterre et qu'il y a des journées où il a gagné des sommes mais considérables, qui sont chiffrées de l'ordre du milliard d'euros. Donc, ce serait très bien s'il utilisait cet argent pour faire des dons à des ONG qui aident les personnes en difficulté, etc. Mais en fait, il utilise, c'est pas un philanthrope, il utilise son argent au service de ses idées. Ça, on peut l'admettre et le comprendre. Mais ces idées, elles sont subversives au regard de la Hongrie, car il annonce qu'il faut supprimer les frontières pour que les migrants rentrent, par exemple, puisqu'on parle de la Hongrie, en Hongrie, et amène le gouvernement démocratiquement élu à partir. Et pour cela, il se rend régulièrement donc, à Bruxelles, je rejoins votre question, où la Hongrie s'est amusée, mais ce n'est pas amusée, elle a constaté, regretté d'ailleurs que M. Soros est allé rencontrer des dirigeants de la Commission européenne, je crois une soixantaine de fois, et puis une quarantaine de fois ou une vingtaine de fois au Parlement européen. Donc il est très présent. Il a pris le premier vice-président de la Commission européenne, M. Timmermans, qu'on connaît bien à Nancy, parce qu'il a fait ses études au Centre européen et que j'ai rencontré d'ailleurs personnellement. Il a pris un peu comme tête de pont, enfin comme chef de file de ses idées. M. Timmermans est socialiste néerlandais, hein, et il est venu d'ailleurs ces derniers jours en Hongrie, le week-end dernier, lors du congrès du Parti socialiste en Hongrie, pour le soutenir, alors que les socialistes, à l'occasion de manifestations qui n'ont pas donné grand-chose là tout récemment, dans la rue, on pourrait y revenir, eh bien, il est venu les soutenir alors qu'il s'allie avec l'extrême droite en Hongrie, qui est représentée par le Jobbik. Donc, et une extrême droite qui est vraiment extrême. Hein, c'est-à-dire que... donc là, on ne comprend plus, les Hongrois ne comprennent pas que les socialistes s'allient avec l'extrême droite. C'est quelque chose qui est... Et que le premier président de la Commission européenne vienne soutenir en Hongrie les socialistes sous les fenêtres d'un pays membre. D'ailleurs, la Hongrie a demandé officiellement, d'ailleurs, à M. Juncker que M. Timmermans soit mis en retrait, enfin se tienne en retrait jusqu'aux élections européennes, car on rentre dans une période électorale. Hein, et la moindre des choses, ce serait que la Commission soit d'une neutralité vis-à-vis des pays membres. Voilà. Donc, voilà la situation. Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, on va reparler un petit peu de la politique intérieure de la Hongrie, que effectivement, M. Orbán est soutenu par une grande partie de sa population. Comment vous qualifieriez la politique intérieure de la Hongrie? On parle de révolution conservatrice, d'autres parlent de national-populisme, et il y a un concept qui se rattache directement à la personne d'Orbán, c'est le concept de démocratie illibérale. Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être définir ce qu'est la démocratie illibérale et comment vous qualifieriez Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Là, rien que là-dessus, il y a de quoi faire plusieurs on va être concis. Oui, donc on est quand même limité par le temps. Donc, ce que je voulais vous dire, illibéral. Alors, arrêtons-nous un instant là-dessus. La liberté, on
on le sait bien, en France et partout dans le monde, elle s'arrête là où commence la liberté des autres, c'est-à-dire qu'on risque... Donc il y a un curseur pour mettre la liberté, d'accord? Mhm. On vient de parler d'immigration, c'est un exemple. Je vais revenir sur d'autres exemples, hein, mais on vient de parler d'immigration, parlons-en. Certains considèrent que la liberté, ce sont des droits humains de permettre à des personnes de s'affranchir des règles d'un État et de rentrer dans l'espace Schengen, de rentrer dans l'espace hongrois, de rentrer dans l'espace européen, car il y a 3 frontières en Hongrie, hein, librement, sans s'affranchir des obligations. Bon, voilà. Alors, si c'est ça le libéralisme, eh bien, oui, 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 100 fois oui. Orban, les Hongrois sont illibéraux, parce qu'ils demandent à ce que les règles soient respectées. Je vous donne un autre exemple dans le domaine économique. Il y a de multiples exemples. On reviendra tout à l'heure sur les aspects économiques de la Hongrie, car ça mérite vraiment de s'y arrêter un instant. Il se trouve que à l'époque où les socialistes étaient au pouvoir, de 2012 à 2002 à 2010, pendant 8 ans, il a été mis en place des prêts, parce que les taux de change étaient favorables à cette époque-là, massivement. Il était permis aux Hongrois d'accéder à la propriété en empruntant avec des taux indexés sur le franc suisse. Ouais. Et il se trouve que, alors le forint, qui est la monnaie nationale hongroise, n'est pas dans l'euro. Mhm. Hein. Et il se trouve que le franc suisse, vous vous en souvenez peut-être, a connu un très gros décrochage de change dans cette période-là. Et les pauvres emprunteurs hongrois qui avaient signé les contrats indexés en franc suisse se sont retrouvés piégés avec des emprunts remboursés qui étaient 2-3 fois plus supérieurs à ce qu'ils pouvaient payer, alors qu'ils avaient emprunté presque au taquet de ce qu'ils pouvaient emprunter. Mhm. Et ils ne pouvaient plus rembourser. Ce qui s'est passé, c'est un peu l'histoire des subprimes aux États-Unis. Les banques saisissent les maisons qui sont vendues à vil prix. Et c'est comme ça que j'ai accueilli ici en Lorraine des Hongrois qui étaient complètement déboussolés et qui ne pouvaient plus survivre. Alors qu'a fait Orban quand il est arrivé au pouvoir en 2010? Peu de temps après son arrivée au pouvoir, il a pris le problème à bras-le-corps. Il a demandé aux banques de se mettre autour de la table. Alors ce sont des contrats privés entre des particuliers et la banque. Il a demandé aux banquiers de se réunir, de venir, et il leur a demandé d'aller se refinancer et de revoir les contrats qu'il considérait comme léonins. Et il a réussi à faire plier les banques. Et les banques ont plié. C'est-à-dire que les prêts à taux variables ont été transformés en prêts à taux fixes. Mais que voulez-vous? Les gens, quand vous leur vous leur obtenez cela, vous pouvez comprendre qu'ils aient de la sympathie. Tout à hein. fait. Vous voyez? Tout à fait. Alors, autre exemple, donc c'est tout à fait illibéral, vous allez me dire. Tout à fait illibéral. Oui, illibéral. Parce qu'on est dans le domaine privé et l'État s'est mêlé de quelque chose qui... Bon, dans le domaine de l'énergie, du gaz, c'est pareil, enfin, etc. Donc, je pourrais multiplier les exemples où on s'aperçoit, les Hongrois, l'illibéralisme, ils applaudissent à deux mains du matin au soir. Ils en redemandent de l'illibéralisme. Mais alors, la question qui se posait aussi, c'est au-delà de l'aspect économique, le libéralisme, que ce soit le libéralisme sociétal ou individuel, Oui. la Hongrie a été beaucoup attaquée là-dessus également. Oui. Hein. C'est pour ça qu'on je parlais tout à l'heure de révolution conservatrice. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet et de la polémique, des polémiques européennes sur la Hongrie. Comment est-ce que... comment qualifieriez-vous alors justement la politique de Viktor Orban dans la matière sur la question du droit des minorités, sur
sur une certaine vision qu'il a amenée. Hein. Il a clairement de plus en plus, il revendique cet aspect très catholique. Voilà, de défendre les valeurs catholiques, de remettre la religion au premier plan de ses discours. Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque part, qu'il n'y aurait pas danger pour une réforme conservatrice qui priverait finalement les individus de leurs libertés individuelles? Alors, pas du tout. Je vais vous expliquer. Voilà, je me fais le porte-parole. D'abord, c'est contradictoire. oui, non, mais merci. Tout d'abord, c'est pas Orban qui a mis au goût du jour la chrétienté en Hongrie. C'est Saint-Étienne en l'an 1000. Le peuple hongrois est fondamentalement un peuple chrétien qui s'est considéré, et ça c'est dans les gènes, dans l'ADN, comme on dit aujourd'hui, des Hongrois, ils se sont toujours sentis, et ils ont été, un rempart de la chrétienté en Europe contre le monde ottoman. Et aujourd'hui, ils le ressentent vivement comme cela. C'est pas Orban qui a mis ça en place. Aujourd'hui, je vais vous dire, l'hymne national hongrois. Bon. Quand vous allez en Hongrie à la messe, à la fin de la messe, le prêtre se retourne, regarde le Christ en même temps que l'Assemblée, et tout le monde chante l'hymne national hongrois. Alors, vu d'ici, oh, ce sont des affreux nationalistes, mais qu'est-ce que c'est de ça? Mais c'est incroyable. Eh oui, mais l'hymne national hongrois, c'est une prière à Dieu. Et cette prière à Dieu n'a jamais été remise en cause par les communistes. Les Hongrois ont toujours chanté leur hymne national à l'époque communiste, bien qu'on ne leur permettait pas trop, mais jamais le monde communiste n'a remis en cause cela. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la culture hongroise est chrétienne, avec des protestants, des catholiques, oui, je ne suis pas sûr très que ce soit majoritaires. nécessairement ça d'ailleurs qui soit remis en cause. Je dirais, après tout, les pays européens sont des pays de tradition Exactement. chrétienne. Ma question portait plutôt sur ces voix qu'on entend s'élever contre ce qu'ils ressentent comme étant la promotion d'un certain ordre moral, ou en tout cas une orientation sociétale et culturelle finalement de la société, un encadrement un peu plus... Derrière la chrétienté se décline toute une série de choses qui peuvent relever effectivement de la morale, de la culture, la civilisation judéo-chrétienne, hongroise et européenne. La Hongrie a dans sa constitution le fait qu'un mariage ne peut avoir lieu qu'entre un homme et une femme. Oui, il a été rajouté récemment. Mais, non, pas récemment. Pas récemment, relativement c'était récemment. En 2011, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la Hongrie était le dernier pays d'Europe centrale, anciennement pays communiste, à ne pas avoir modifié sa constitution. Donc Orban a remis la constitution, il a intégré d'abord tout ce qui avait été des modifications constitutionnelles qui avaient dans les faits été appliquées avec une ancienne constitution. Il les a intégrées dans la nouvelle constitution. Et effectivement, il a ajouté ça pour bien marquer qu'il y a des valeurs, sur le genre, par exemple, on peut parler très, très directement, des choses qui sont très conservatrices, c'est vrai, vu d'ici. Vu d'ici, oui, c'est la question qui se pose. Mais vu là-bas, ils en sont très heureux. Et je peux vous dire que... Pas tout le monde, mais... Une très large majorité. Non, mais c'est vrai que... Non, mais attendez... je rejoins directement ce que vous disiez. Parce que je parlais... Bon, il y a la Constitution, c'est vrai. On a eu aussi des articles qui sont parus sur les manuels scolaires, le contenu des manuels scolaires, où apparemment, on disait aux jeunes Hongrois qu'un garçon et une fille n'avaient pas les mêmes capacités ni physiques ni intellectuelles. Des choses comme ça. Non, ça, alors, si vous l'avez vu... en tout cas, c'était dans la presse. Oui, alors là... Je fais réagir à la presse. Non. D'ailleurs, c'est d'actualité en ce moment. D'ailleurs, la Hongrie est en train de faire une nouvelle encore modification pour intégrer dans les manuels scolaires l'enseignement de la Shoah et l'enseignement... tout ce qui concerne l'antisémitisme, vous voyez, pour faire prendre... Bon, ça, c'est parenthèse fermée, parce que c'est l'actualité. Vous parlez de manuels scolaires. Voilà les choses dans les manuels scolaires qu'on trouve. Par contre, aujourd'hui, non.
Aujourd'hui, la Hongrie, elle attire du monde. Moi, je peux vous dire, je suis témoin ici dans mon consulat ici à Nancy. J'ai des Lorrains qui sont Lorrains, qui n'ont rien à voir avec la Hongrie, qui ne connaissent pas la Hongrie d'ailleurs, et qui ont envie d'aller s'installer en Hongrie. Ah bah il y a évidemment pour des raisons bien précises, dont celle-là. Mhm. Dont celle-là. Avec la fiscalité et d'autres choses, etc., dont on parlera tout à l'heure. Mais dont celle-là. Donc, tout cela est relatif. Tout cela est relatif. On peut critiquer, et ça c'est tout à fait normal et démocratique, et on peut ne pas être d'accord. Maintenant, la société libérale permet beaucoup de choses. Le libéralisme permet beaucoup de choses. Bon, là on rejoint plus, pas l'illibéralisme, mais disons une position plus conservatrice. Mais qui fait partie de cette politique. Mais ça fait partie de la culture. Voilà. Fait partie de la culture. La culture, elle est ce qu'elle est, et c'est le fruit de plusieurs siècles. Si vous voulez, les Lorrains sont allés au cours de l'histoire beaucoup en Hongrie, ont marqué la Hongrie. D'ailleurs, je fais des conférences là-dessus, des Lorrains ont christianisé la Hongrie au 9e, au 10e siècle. Hein, les prémontrés y ont contribué. Bon. Donc, la Hongrie, elle est comme elle est. Mais ce qui montre bien que ce que pense la Hongrie, c'est que l'Europe, la Hongrie veut une Europe plus forte. Elle n'est pas eurosceptique. Mm-hmm. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle est très attachée à l'Europe. D'ailleurs, quand on fait les sondages régulièrement, les sondages du peuple, des différents peuples des pays membres, la Hongrie est parmi les pays, avec la Pologne et avec 2 ou 3 autres des pays d'Europe centrale, ce sont les pays qui adhèrent le plus à l'idée européenne. Mm-hmm. Alors que la France est quasiment à la moitié des chiffres dans l'adhésion. Voyez. Donc les Hongrois sont très attachés à l'Europe, mais ils veulent une Europe plus forte qu'aujourd'hui, organisée un peu différemment, même pas mal différemment, s'appuyant sur des nations fortes et protégeant ses frontières de manière à réguler. Mais ça, je crois que tout le monde est d'accord à peu près aujourd'hui en Europe, à peu près, là-dessus. Voilà, donc maintenant, les critiques, il y a toujours des critiques partisanes, etc., qui essaient de trouver des choses. L'histoire vous me l'apprenez, l'histoire de ce que vous avez pu lire dans la presse sur les manuels scolaires hongrois. Écoutez, vous me l'apprenez. C'était un aspect qui était assez étonnant, mais qui a été repris dans pas mal de la presse nationale. Donc les libéralismes. Alors justement, revenons sur les questions économiques. Vous vouliez parler de l'économie hongroise. Alors c'est vrai que la Hongrie attire, et probablement aussi grâce à ses résultats économiques. Alors la Hongrie attire énormément d'investisseurs étrangers. Pourquoi ? Faut savoir que en 2010, quand Orban est arrivé au pouvoir, le pays était quasiment dans la situation de la Grèce. Mm-hmm. Mais je n'exagère pas. C'est-à-dire qu'elle était sous la coupe du FMI. Elle était sous les rênes de la BCE. Elle avait dû emprunter. Et elle venait de connaître une décroissance de 6%, un taux de chômage de un peu plus de 12%, un déficit public de 7%, une dette de 85% du PIB. Vous me direz qu'aujourd'hui, il y a d'autres pays qui en ont plus. Bon. Oui, je crois qu'on approche les 100%. Bref, donc une situation extrêmement difficile. Donc quand Orban est arrivé au pouvoir, il est allé voir le prédécesseur de M. Juncker, qui était Emmanuel Barroso à l'époque, et lui a dit, écoutez, on est vraiment dans une situation difficile, je vous demande au moins 2 ans de répit dans le respect des règles budgétaires, etc. M. Barroso lui a dit non. C'est tout de suite, il faut prendre les mesures. Ce qui a amené Viktor Orban à prendre des mesures peut-être plus rapidement qu'il ne l'aurait fait s'il avait eu ces facilités. Bon. Donc il a pris des mesures. Et il a pris des mesures énergiques qui sont intéressantes d'ailleurs pour des pays comme le nôtre, parce qu'on peut voir qu'on peut redresser un pays très vite
avec les bonnes mesures. Qu'a-t-il pris comme mesure? Parce que, où sommes-nous aujourd'hui? Je ne l'ai pas dit, pour mesurer le trajet. Sur le chômage, on est quasiment en plein emploi à 3,6, Oui. Taux de chômage. Au taux de croissance, il vient d'être annoncé hier, c'est tout. 5%, je crois, non, quelque chose comme ça. 4,8. 4,8. Mais dans le taux de croissance, il faut savoir que, par exemple, dans le BTP, la croissance a été l'année dernière de 27%. La construction d'usines en particulier, mais la construction de logements également. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez la dette qui est redescendue de 85% du PIB à quasiment 70%. Vous avez le déficit budgétaire qui est redescendu à 2,5. Il est même descendu en dessous de 2, puis il est remonté, mais on est autour de 2,5 à peu près. Viktor Orban, vous l'avez lu dans le document que je vous ai envoyé dans son discours de dimanche dernier devant l'État, sur l'état de la nation. Il est fier, il dit la chose dont je suis le plus fier depuis 2010, c'est que j'ai sorti 1 million de Hongrois, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Europe, dans un rapport récent, c'est l'Europe qui le dit, j'ai sorti 1 million de Hongrois de la pauvreté. En 8 ans, dans un pays qui a 9 millions 8, 9 millions, autour de 9 millions 800 000 habitants. Bon. Les salaires, le pouvoir d'achat, les retraites, le salaire minimum, les infirmières, au cours des 3 dernières années, ont eu 70% d'augmentation de salaire. Mercedes vient, à Kecskemét, qui est en Hongrie, vient de signer là, tout récemment un accord sur 2 ans pour l'augmentation des salaires. Dans un premier temps, cette année, 24%, 32% d'augmentation de salaire sur les 2 ans. Sur le SMIC, pendant la période d'Orban, pendant les 8 ans, a plus que doublé. Vous avez les retraites qui baissaient, qui chutaient auparavant, maintenant sont stabilisées. Le pouvoir d'achat, pour faire simple, souvent je prends cette image. L'économie d'un pays, on peut la comparer à un gâteau. La richesse d'un pays. Et aujourd'hui, dans certains pays d'Europe occidentale, vous avez des pays qui veulent de plus en plus avoir des parts égales. De plus en plus égales. On prend aux plus riches et on donne aux plus pauvres. Et de plus en plus égales. Bon. Et il y en a d'autres, comme la Hongrie, qui ont fait un autre choix. C'est d'augmenter la taille du gâteau très rapidement. Alors c'est vrai, vous allez me dire, vous pourriez me le dire, je ne sais pas si vous allez me le dire, mais les différences entre les plus riches et les plus pauvres se sont probablement accélérées, les inégalités. J'allais venir. Et alors, moi je peux vous dire que j'ai créé en Lorraine ici une association qui s'occupait qui s'occupe toujours et qui est très active, qui s'appelle Habitat Humanisme en 1992, qui aide les personnes qui sont sans logement et qui sont à la rue. Et pour leur retrouver, les remettre le pied à l'étrier et les faire repartir dans la vie. Mais ces gens-là, les plus fragiles, les plus pauvres, si vous leur permettez d'avoir un job, d'avoir un revenu et de nouveau retrouver un pouvoir d'achat et de vivre, et c'est formidable. Bien sûr. Mais personne ne dira le contraire. Ah si, parce qu'ici on dit le contraire. Ah si, ici on dit le contraire. On dit que, qu'est-ce qu'on dit? J'entends, les inégalités sont insupportables entre les riches et les pauvres. Il y a des salaires énormes et puis il y en a qui sont très faibles. Voilà ce qu'on dit. On dit il n'est pas normal que quelqu'un gagne beaucoup plus ou a un patrimoine plus important que d'autres. Il faut imposer. Alors, je reviens aux mesures qui ont été prises en 2010, 2011, 2012 pour arriver à ce résultat-là que je viens de vous donner. Parce que c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Alors, quelles mesures ont été prises? Une première mesure a été prise qui a créé immédiatement
alors elle était accompagnée d'autres mesures à côté que je vais évoquer, mais elle a créé quasiment 500 000 emplois, tout le monde s'accorde à le dire, 500 000 emplois tout de suite dans un pays de 9 800 000 habitants. Hein. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 6,5 en gros pour remettre les dimensions comparables avec la France. Eh bien, il a mis en place la flat tax sur le revenu. Alors, aller vite parce qu'on arrive au bout. On arrive au bout. Bon, alors, la flat tax sur l'impôt sur le revenu, tout le monde, c'est la vraie justice fiscale. C'est-à-dire que tout le monde, pas 50%, tout le monde paye un impôt sur le revenu. Et que vous gagnez quoi que ce soit, vous payez 15% d'impôt sur le revenu. Alors, les plus faibles ont des aides, mais il y a une vraie égalité fiscale. Bon, par ailleurs, ça mériterait de grands débats sur la question, parce qu'on pourrait aussi dire qu'on pourrait lisser davantage l'impôt et de revoir la progressivité de l'impôt et qu'effectivement tout le monde paye. Oui, mais la progressivité de l'impôt ne crée pas d'emploi, voilà. elle en détruit. Voilà. Mais... Donc, alors les autres mesures, je ne sais pas si on a le temps. Je ne sais pas si on aura le temps de continuer encore beaucoup. On peut parler des mesures sur la famille ou si on n'a pas parlé. Oui, on peut en quelques minutes. Je suis vraiment désolé, une heure passe très très vite en radio, c'est toujours un peu... on n'arrive jamais au bout. Oui, allez-y, parce que l'actualité sur la Hongrie justement porte sur la question des politiques familiales et notamment sur les politiques natalistes mises en place par Viktor Orban. Voilà, donc aujourd'hui sur la Hongrie... Sur la famille, Viktor Orban souhaite privilégier le développement du peuple hongrois. Donc pour ça, il privilégie les familles nombreuses. Et pour cela, il met en place, par exemple, une somme qui est allouée aux jeunes mères qui se marient pour la première fois et qui vont avoir des enfants. C'est-à-dire qu'il leur donne 31 000 euros. Un tiers est remboursé, n'est pas remboursable. C'est un prêt. Un tiers du prêt n'est pas remboursable au premier enfant, 2 tiers ne sont pas remboursables au deuxième, et au troisième, la totalité du prêt est acquis. Il est mis en place, par exemple, à partir du 4e enfant, une exonération totale de l'impôt sur le revenu à vie pour les femmes qui ont 4 enfants. Il met en place, par exemple, pour les familles nombreuses qui ont plus de 3 enfants, une aide de 7 500 euros pour l'achat d'un véhicule qui a plus de 7 places. Bref, pour l'acquisition à la propriété également, il y a des aides très importantes qui sont mises en place, etc. Donc, est-ce que c'est uniquement à destination des mères ou est-ce qu'il y a des mesures en faveur des pères si jamais... Eh bien, il met en place le congé grand-parental. Okay. C'est-à-dire que les grands-parents qui travaillent encore, et il y en a, qui ne sont pas à la retraite, se substituent aux parents pour garder les petits-enfants. Vous voyez ? Bon, bien sûr, exactement, pour répondre à votre question, il y a, comme en France, il y a un congé parental pour le père, paternel et maternel, bien entendu. Oui. Voilà, donc voilà certaines mesures. Alors qu'en France, je lisais ce que M. Yves Cochet, puisque c'est dans l'Obs, c'est quelque chose il disait il faudrait qu'en France, on ait moins d'enfants et qu'on ait des allocations familiales inversées, c'est-à-dire que moins on a d'enfants, plus on a d'allocations, et plus on a d'enfants, moins on a d'allocations familiales. De manière pour 2 raisons, avance-t-il. Je peux vous le laisser, l'article, je l'ai là. Ah oui, ça m'intéressera. Oui. Pour 2 raisons. Une, pour environnementale. Il dit au niveau de la planète, il faut qu'il y ait moins de monde. Voilà. Donc, c'est aux pays riches de faire l'effort et d'accueillir des migrants à la place de ses propres enfants pour permettre à la planète de respecter... Les normes environnementales, ça fait l'objet d'une émission complète, je crois. Oui, non, mais c'est assez lunaire, si excusez-moi le terme, mais c'est-à-dire qu'on est à des années-lumière de ce que fait la Hongrie. La Hongrie, elle a une politique familiale, elle est cohérente, c'est-à-dire qu'elle veut développer la population hongroise. Voilà.
Eh ben, c'est un beau mot de conclusion. Je suis désolé, à 1 heure, c'est toujours mais trop court. On aurait encore eu beaucoup de questions. Oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'espère que vous avez eu le temps peut-être de faire découvrir aussi ce pays qu'on connaît peu et que nos auditeurs auront peut-être envie de s'y intéresser un peu plus. Merci beaucoup et je vous dis peut-être à bientôt. Si vous souhaitez revenir sur notre studio, vous êtes le bienvenu. Quand vous le souhaiterez, je serai disponible. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour 1 heure d'émission. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de la radio www.rcn-radio.org et également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à les partager et à les commenter. Merci à tous. Au revoir.